Notre histoire commence avec le licenciement de notre protagoniste. « Monsieur Han, vous n'êtes plus apte à ce poste. Au revoir », dit le patron. Confus, il répond « D'accord », en quittant la pièce. Le gars dit « Si nous trouvons une place pour vous, nous vous enverrons un message ». Une femme lui demande s'il veut qu'elle appelle un taxi pour lui, ce qu'il refuse. Notre protagoniste se lève, part et les voit parler dehors. Le gars mentionne avoir entendu dire que le protagoniste était allé dans la même école que le propriétaire de l'entreprise, mais alors que le propriétaire dirige l'entreprise, cet échec est renvoyé. De plus, il a été trahi par sa petite amie, ajoute-t-il. Je ne sais même pas comment Monsieur Diu a eu le courage de donner un poste à ce type. Le protagoniste baisse la tête. C'était sa dernière chance. La scène le montre en train de prendre le métro. C'est la routine imparable d'un citoyen modèle. Se réveiller, prendre le métro, aller travailler et revenir épuisé. Debout dans le métro, il se dit qu'il vaudrait mieux que tout se termine bientôt. Le train approche, et il songe à en finir avec tout cela. Soudain, les lumières s'éteignent. Il regarde autour de lui. Quoi ? Une panne de courant ? Non, pas tout à fait. Réalise-t-il alors que le système de plainte s'active. Forfait débutant, utilisez tous vos points pour réaliser un souhait. Notre protagoniste est un passionné de manga et connaît bien le système. Il veut juste savoir si c'est réel. Si c'est le cas, la seule chose qu'il souhaiterait, c'est remonter le temps. Il veut revenir au début et devenir quelqu'un qui réussit au lieu d'être simplement un gars sympa. Cependant, lorsqu'il ouvre les yeux, il aperçoit un train. Mais cette fois, il est à l'intérieur et plus jeune. Surpris, il se demande « Est-ce que j'ai remonté le temps ?» Il regarde à côté de lui et voit une fille merveilleuse. Il est surpris. C'est Yanfei. Elle le regarde et demande « Est-ce que tu me parles ? Quoi de neuf ?» Il dit « Non, je voulais juste demander où nous sommes. » Il pense « Pourquoi la déesse de mon école est-elle assise devant moi ?» C'est à ce moment-là qu'il se souvient du 30 août 2013 et de la manière dont il s'est comporté ce jour-là. Il dit « Hé ma belle, tu te souviens de moi ?» Elle répond « Ouais, nous sommes allés dans la même école, n'est-ce pas ?» Il se rapproche, montrant des signes d'être un harceleur naturel. Elle lui dit de ne pas s'approcher. Il répond « Détendez-vous, cette rencontre est notre destin. » À ce moment-là, elle crie « Il y a un pervers ici avec moi !» Un type arrive et dit au pervers de se perdre. Tout cela est un souvenir de la première fois qu'il a vécu cette journée. Il attrape des nouilles instantanées en pensant « Je vais juste manger pour me calmer ». Le gars avec Yanfei le taquine, le traitant de pauvre pour avoir mangé des nouilles instantanées. Notre protagoniste regarde et pense « Ce type est toujours aussi arrogant ». C'est alors que le système consommateur s'active. Il voit sa fenêtre de statut avec des barres pour les connaissances, l'apparence et quelques autres attributs. C'est quoi tout ça ? Je ne veux pas d'artefacts, pas d'investissement de points, pense-t-il. Il voit les compétences qu'il possédait et se rend compte qu'il était un déchet. À ce moment-là, le système suggère « Dépensez de l'argent pour améliorer vos compétences ». Notre protagoniste trouve étrange qu'il ait la capacité de manœuvrer 2 fois. Mais la deuxième manœuvre consiste à se faire plaisir. Cependant, cela ne l'intéresse pas pour le moment. Il ne pense qu'à ce système. Il vivra la vie dont il a toujours rêvé. De retour à sa place, le gars parle à Yanfei. « Hey bébé, je t'emmène dans un endroit chic !» Il dit qu'elle préfère les nouilles. Il essaye de jeter un coup d'œil à son téléphone et elle lui donne un coup de coude en lui disant « Reculez, occupez-vous de vos affaires, bon sang !» Notre protagoniste se moque de lui. Le gars s'en rend compte et demande s'il se moque de lui. Notre protagoniste répond que non. Le gars dit « Je suis son petit ami. Vous ne pouvez pas rire de nos affaires. » Elle le regarde à nouveau et dit « Laisse-moi déjà manger mes nouilles. » Notre protagoniste pense que ce type a toujours été et sera toujours un idiot. Quelques minutes plus tard, ils ont fini leurs nouilles. Elle était sortie acheter une collation et était revenue, mais malheureusement, elle était déjà épuisée. Notre protagoniste sort des pilons de poulet de sa poche. Elle demande combien il coûte et il répond « Je vais payer pour cela, détendez-vous ». Il cite le prix initial de 2,50 $. Elle dit qu'elle n'a pas de monnaie et lui dit de garder les 3. Il dit qu'elle est gentille et lui donne une orange en guise de compensation pour la différence de 0,50 $. Elle dit qu'il est très poli et qu'il est déjà tombé amoureux d'elle. Le petit ami demande où elle va. Elle dit qu'elle va à la poubelle et qu'elle ne veut plus lui parler. Le gars se met en colère, regarde notre protagoniste et lui dit « Hé, lève-toi !» en attrapant son col et en le jetant au sol en criant. Il veut donner un coup de pied à notre garçon qui crache déjà du sang. Il ne s'attendait pas à ce que son corps soit aussi faible, mais il ne le laissera pas glisser. Il se lève en pensant « Je m'inquiétais de la provenance de mon premier revenu. Tu seras mon premier bienfaiteur. » La scène se déroule quelque temps plus tard. Yanfei demande comment il va. Ce qui s'est passé, le médecin dit que le réflexe du garçon a disparu. Il est dans le coma. Comment es-tu tombé dans le coma ?
Es-tu le roi du théâtre? Le médecin poursuit. Son cerveau a été gravement endommagé. Il doit être transporté à l'hôpital maintenant. Notre protagoniste pense que le gars ne s'est pas retenu. Et ça fait très mal. Il m'a jeté à terre et m'a dit « Sans toi, je n'aurais pas été gêné devant elle ». Notre protagoniste dit que ce type ne savait tout résoudre que par la violence. À ce moment-là, le waifu apparaît et demande désespérément ce qu'il fait. Il dit « Désolé ». Quand il regarde notre protagoniste, il sourit et le traite de déchet. Elle repousse l'imbécile et demande à notre garçon s'il va bien, qui dit qu'il se sent vraiment mal et s'évanouit. Elle crie « Pour les médecins !» Elle dit « Nous sommes presque à la gare. Je vais vous emmener à l'hôpital. » Notre garçon dit qu'il va bien, mais elle l'informe qu'il a perdu une dent. Il met sa main sur son visage et pense « Je suis content d'avoir perdu cette dent. J'avais peur que ce ne soit que des égratignures. » Il dit alors à voix haute « Je vais devoir faire quelques examens. » Il est clair qu'il envisage d'extorquer le cocu. Mais waifu est debout, pensant qu'il est vraiment fou. Comment peut-il frapper quelqu'un comme ça, sorti de nulle part? Et si quelque chose de grave lui arrivait? Alors qu'il quittait l'hôpital, il la serre dans ses bras et lui dit « Merci, tu es vraiment la déesse de l'école. Si beau, tellement gentil. » Elle dit même « Je ne savais même pas que tu étais de mon école. Maintenant je comprends pourquoi tu me sembles si familier. » Le protagoniste tombe et dit « La déesse se souvient de moi. Je suis honoré. » La vie de notre protagoniste est plutôt belle à l'hôpital. L'infirmière l'informe « Ceci est une chambre privée rien que pour vous. Les meilleurs médicaments et traitements seront fournis. Vous pouvez être rassuré. » Il la remercie mais se demande qui pourrait dépenser autant d'argent. Probablement la famille Sims. Notre protagoniste vérifie le système et constate qu'il a déjà gagné quelques points. 20 000 actifs actuels. Il comprend que même s'il n'a pas payé le transport ou l'hôpital, cela compte quand même comme ses dépenses. C'est la belle vie. À ce moment-là, quelqu'un entre. C'est encore Tien Fei. Elle ne laisse pas au garçon une seconde pour récupérer. Elle arrive toute mignonne et lui rend ses lunettes avec juste ça. Notre protagoniste imagine déjà le mariage. Il met ses lunettes pour la regarder. Il pense qu'elle est si épaisse, avec une bonne personnalité qui va avec. Elle sait ce qui est important, pensa-t-il. Il doit même remercier le simp pour cette opportunité. Elle dit à notre protagoniste que son père va bientôt arriver et lui demande « Pourquoi ne me donnes-tu pas ton numéro pour que nous puissions rester en contact ?» Notre garçon le donne évidemment tout de suite. Sa famille entre et elle serre son père dans ses bras toute joyeuse. Puis un autre gars arrive et dit immédiatement « Je suis désolé, jeune homme. Je suis le père de Xiaogang. Je n'ai pas élevé mon fils correctement. Ma femme et moi sommes venus nous excuser. La mère est gênée. Je l'ai trop gâté. Heureusement, vous ne vous êtes pas abaissé à son niveau, mais nous vous dédommagerons. » Le père lui recommande d'accepter l'offre. C'est un montant très élevé et ils peuvent oublier tout cela. Notre protagoniste jette un coup d'œil et demande « Combien ?» Le père dit « 800 000 yuan. Est-ce acceptable ?» Notre protagoniste se demande « Combien de points d'attribut puis-je acheter dans le système avec tout cela ?» Notre protagoniste joue avec le feu et continue de menacer de ne pas vouloir d'argent en disant « Je n'en ai vraiment pas besoin. Je veux juste qu'il comprenne que ce comportement lui fera du mal, ainsi qu'à sa famille. » Le gars se met à pleurer en disant « Je comprends. Quand il sera libéré, je l'amènerai ici pour s'excuser. » Mais sa femme dit que tout va bien et ils partent tous les deux. Tout le monde est déjà dans le couloir, en train de partir. Le père de Sim salue le père de la blonde, s'excusant pour les ennuis causés par son fils. Notre protagoniste est tout heureux en regardant le système. 387 000 points sur le compte bancaire. Mieux encore, les gars ont dépensé pour lui. Et maintenant, il a de nouveau de l'argent à dépenser. C'est une double victoire. Il tombe sur le lit et pense « Qu'est-ce que je fais ?» Puis il touche ses lunettes et dit « C'est vrai, je suis myope et édenté. Est-ce que cela peut être résolu ici ?» En voyant les options du système, il se souvient avoir été taquiné à ce sujet dans sa vie passée. Alors il se demande « Système, pouvez-vous m'aider ?» Il y a une scène comme dans Matrix. Lorsqu'il ouvre les yeux, sa vue est restaurée. État sain. Il se lève du lit, se dirige vers le miroir et enlève ses lunettes. Tada! Alors, est-ce vraiment comme ça que je suis maintenant? Le garçon se sent inarrêtable. Il reçoit un message de son ami lui disant « J'apprécie vraiment votre aide. Je suis au temple de Confucius. Et si on prenait quelque chose à manger ?» lui dit-il. « Je suis toujours édenté. Apportez-moi un livre à lire. » Elle s'excuse d'avoir oublié qu'il est édenté et dit qu'elle apportera un livre plus tard. Les deux sont très heureux. Le protagoniste flirte à nouveau en disant que s'il était là, elle n'aurait même pas le temps de tout manger. Son protagoniste est imparable. Son père est même là, se demandant pourquoi cette fille est tout sourire. Le lendemain,
Elle lui apporte vraiment un livre. Mais c'est un livre vraiment difficile et ennuyeux. Et elle demande s'il ne l'a pas aimé. Il dit « Ce n'est pas que je ne l'ai pas aimé. Mais pourquoi m'as-tu apporté un tel livre ?» Elle dit qu'elle plaisante et lui tend une copie de Solo Leveling. Elle dit que le fait d'avoir enlevé ses lunettes a vraiment beaucoup amélioré son apparence. Le gars était déjà un peu confiant. Maintenant, il le sera encore plus. Et il dit « Pensez-vous que c'est tout ? Je me suis encore tellement amélioré et je suis devenu encore plus beau. » Elle lui dit de se calmer. « Tu penses que les lunettes ont scellé ta beauté ?» Il répond « Exactement. » Un effronté. Elle dit que si tel est le cas, il ne devrait plus jamais remettre le seau. Et elle lui dit de se préparer car demain, elle amène son père. Notre protagoniste se demande « Pourquoi parle-t-elle de son père ?» Le lendemain, le simp arrive et dit « Désolé mec, je n'aurais pas dû te frapper. Je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Mais ces excuses viennent du fond de mon cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. » Le gars a non seulement payé le voyage et la chambre, mais a également donné une compensation et tout le reste, pour un total de 1,15 million. Maintenant qu'il a les points, sa priorité est d'augmenter ses attributs, mais il pense qu'il ne peut pas tout dépenser en attributs. Il a encore besoin d'argent pour se nourrir et vivre. Il tombe sur le lit et pense « Et si je ne dépense rien ? Je pourrais simplement acheter une petite maison confortable et vivre le reste de ma vie confortablement, en mangeant des nouilles instantanées. » À ce moment-là, son grand ami revient et dit « Nous sommes ici pour voir comment tu vas. » Cette fille semble devenir de plus en plus arrogante à chaque fois. Son père arrive et lui dit de se reposer en disant « Elle et moi allons bientôt voyager. Alors je t'ai apporté un petit cadeau. Veuillez l'accepter. » Il lui tend une liasse d'argent, expliquant que c'était également un problème impliquant sa fille, et qu'il voulait donc compenser d'une manière ou d'une autre. Tout le monde se sent gêné, et notre garçon raconte une triste histoire. Quand il était jeune, il pensait que les notes n'avaient pas d'importance. Il a suivi un chemin quelque peu erroné, et s'est retrouvé dans cette situation. Le père et la fille se contentent de regarder, et notre protagoniste dit qu'au moins il a appris de ses erreurs. Désormais, la seule chose qu'il peut faire, c'est s'améliorer à l'université. Le père est d'accord et dit « Tu as raison, gamin. Vous ne pouvez pas rester coincé dans le passé. L'important est la direction dans laquelle vous vous dirigez. » Puis, il demande « Et cet argent que vous avez reçu, qu'allez-vous en faire ? Démarrer votre entreprise ?» Notre garçon répond « Pas maintenant, mais bientôt. Je vais devenir entrepreneur et vendre des cours sur la manière de gagner 800 000 €. » Le père le félicite et s'en va. Il appelle l'infirmière et dit qu'il veut sortir. Il est temps pour lui de commencer à se développer rapidement. Il sait que dans 2 ans, les prix de l'immobilier augmenteront considérablement et que ceux qui profiteront de cette opportunité seront les prochains milliardaires. Déjà dans le bus en direction de la ville des rêves, il arrive à l'agence immobilière, sort la carte noire et s'enquiert des maisons de 40 à 60 mètres à proximité d'un quartier scolaire qui ont été construites ces 2 dernières années. Le consultant dit « Il y en a un dont le prix est très intéressant. » Notre roi des négociations répond « C'est celui-là !» Ses parents rêvaient qu'il achèterait une maison. Et regardez-le maintenant, dans la vingtaine, en train d'acheter déjà une maison. On dirait qu'il va acheter 2 maisons. Mais il va les louer tous les 2, juste pour couvrir ses dépenses mensuelles. Il est tout heureux et pense « Enfin, mon nouveau départ a commencé. » À ce moment-là, il se rend compte qu'il est toujours édenté. Il ouvre le système et dit « Restaurer ma dent ». Cependant, le système indique que le coût de la dent dépasse le montant actuel et que sa commande ne peut pas être exécutée. Il doit améliorer le système. Certaines compétences sont nécessaires pour activer ces effets. L'utilisateur doit posséder au moins 3 compétences de niveau 3. Il passe au niveau 2 et commence à briller. Il dit que c'est comme si ses pensées étaient devenues plus claires et plus rapides. Son esprit déborde d'idées. Il y en avait tellement qu'il est même tombé au sol. Il se lève au bout d'un moment avec un mal de tête car il a absorbé trop d'informations. Certaines compétences, comme la comptabilité, la finance et le marketing, montrent que la connaissance ne concerne pas seulement votre façon de penser, mais également l'accumulation d'informations dont vous disposez. Lorsque son téléphone sonne, quelqu'un demande « Est-ce que cet étudiant est Anne ? Vous avez pris une pause de 15 jours et aujourd'hui est le dernier jour. Si vous ne revenez pas, vous redoublerez l'année. » Il essaie de prolonger sa pause, disant qu'il est toujours malade et qu'il reviendra bientôt. Puis il jette un autre regard sur le système et découvre que pour faire passer un attribut de 70 à 79, cela coûte 200 000 points par niveau. Et pire encore, pour le maximiser jusqu'au niveau 5, cela coûte 10 millions. Pour l'instant, oubliez ça. Il n'a aucune chance de maximiser quoi que ce soit. Il voit alors qu'une nouvelle fonction a été débloquée en montant de niveau. Chaque fois qu'il dépense de l'argent, il y a une petite chance qu'il reçoive des cadeaux liés à sa consommation.
Quelque temps plus tard, notre protagoniste retourne à l'université. Les filles le regardent toutes en disant « Waouh, il est grand !» Est-ce un nouvel étudiant ? Se demande notre héros. Il ne se sent pas lui-même. Il a profité du système, amélioré son nez, réduit quelque chose ici, amélioré quelque chose là, et fait de nombreux ajustements du visage. Les filles sont toutes folles de lui. Maintenant, la scène change. Notre chère blonde reçoit des messages de notre protagoniste, lui faisant savoir qu'il est arrivé à l'université. Ils discutèrent un peu, mais rien de grave. Il regarde simplement le système, pensant que sa mère sera choquée de voir à quel point il a changé. Le seul problème, c'est qu'il ne lui en reste plus que 40 000. Il est temps d'acheter au moins quelque chose à manger. Alors qu'il achète quelque chose à manger au magasin et s'en va, il aperçoit un type qui vend quelque chose par terre. Alors il demande « Combien ça coûte ?» Le type dit « C'est le manuel de la vie. 66 façons de se changer soi-même. Et cela ne coûte que 168 yuan. » Notre protagoniste ne pense pas que cela vaut grand-chose et lui demande de baisser le prix. Le gars dit « Bon sang, je le ferai pour 100. » À ce moment, le système s'active. Vous avez acheté un ensemble de manuels de vie, activant ainsi le système de cadeaux. Un livre apparaît soudain devant lui, écrit avec des écritures ordinaires. Lisez-le sincèrement et vous augmenterez un peu votre intelligence. Notre garçon est content parce que l'amélioration des attributs coûte cher. Donc tout ce qui est gratuit est parfait. Le gars potelé demande s'il va bien. Mais la scène change un peu plus tard et il entre dans une salle de classe. Certaines filles le regardent déjà de côté. Le professeur devant dit « Le dernier étudiant est arrivé. Allez-y et présentez-vous. » Notre protagoniste se souvient que dans sa vie passée, il manquait de confiance. Il se sentait gêné et tout le monde se moquait de lui. Cependant, avec toute cette transformation, il dit avec assurance « Je m'appelle Han Lai et je viens de la cité de la flamme. Intensité et ferveur. » Les filles sont toutes impressionnées, tandis que les gars sont en colère, disant qu'il est imbu de lui-même. Mais le professeur l'applaudit et le félicite. Les filles qui discutent demandent à Ching Ching ce qu'elle pense de ce type. Mais notre protagoniste dit soudain « S'il y a des filles célibataires dans cette pièce, ajoutez-moi à vos contacts, car je suis facile à satisfaire et avec qui il est facile de jouer. Si vous êtes intéressé, venez me parler. » Ce type représente un danger social. Que quelqu'un l'arrête. Les autres gars dans la pièce disent que c'est un con qui a confiance en lui simplement parce qu'il est beau. Le protagoniste les regarde et pense « Regardez ces perdants, tous fous. Mais ma cible, c'est vous les gars. » Il s'assoit, et une seconde plus tard, les filles séduisantes l'entourent déjà. Chacun veut faire partie de son groupe. Ils se battent tous jusqu'à ce que l'un d'entre eux passe et tape sur la table en disant « Je suis le surveillant de la classe, Shi Luting. Tout d'abord, je dois collecter les frais de cours auprès de vous, puis je vous ajouterai au groupe. » Il semble que le plan de notre protagoniste était simplement d'amener cette fille à lui parler. Elle est considérée comme la déesse de cet endroit. Pendant 3 années consécutives, mais aussi merveilleuse qu'elle soit, il a été trompé au point de devoir presque abandonner ses études. Mais cette fois, il va être un grand ami. Soudain, une main arrive et je pensais qu'elle allait gifler les filles. Mais c'est juste un câlin. Elle est avec son ami et demande à notre protagoniste « Veux-tu que je t'ajoute au groupe classe ?» Il accepte l'offre et elle dit « Je m'appelle Yu Yum. Je viens de la ville natale de Jiangmin. » Notre protagoniste pense qu'elle est très charmante et qu'elle porte un beau nom. Puis il regarde son téléphone et l'ignore. Elle se demande si elle a fait quelque chose de mal et essaie d'entamer une conversation en lui demandant la marque de son téléphone. Elle n'en a jamais vu un pareil auparavant. Il dit « C'est un téléphone bon marché et merdique » et lui demande pourquoi elle veut savoir. La pauvre fille, confuse, pense qu'il a l'air si riche avec cette attitude et demande pourquoi il utilise ce téléphone. Est-ce sentimental? Il dit qu'il l'utilise parce qu'il est pauvre. Elle fait une grimace et s'en va. Quelle fille faible et matérialiste. Mais notre protagoniste se souvient que dans sa vie passée, elle le manipulait. Elle faisait semblant de l'aimer juste pour continuer à recevoir des cadeaux, mais elle ne voulait vraiment rien. Le soir, tout le monde part monter au dortoir. Les gens demandent s'il ne les accompagne pas, mais il dit non parce que son dortoir est en bas et qu'il sera plus rapide de descendre. On voit alors ses colocataires. L'un d'eux regarde et réalise que notre protagoniste est arrivé. Il lui donne un coup de pied et lui dit « Sortez d'ici, perdant. Pourquoi restes-tu là ?» Mais notre protagoniste est également au courant maintenant. Il regarde simplement le gars et dit « Lève-toi de mon lit et bouge cette chaise. » Mais le gars demande ce qui se passera s'il ne le fait pas. Mais notre protagoniste l'ignore et monte quand même. Il monte là-haut, ouvre son sac à dos et en sort un marteau. Le blond allait dire quelque chose, mais son ami l'en empêche. Il dit « Est-ce que ce type a attrapé un marteau là-haut? Quel genre de personne normale porte un marteau ?»
Il vaut mieux ne pas s'en prendre à ce type fou. Le lendemain, une fille aux cheveux verts parle de notre protagoniste et dit « Avez-vous entendu parler de ce nouveau type? Il semble appartenir à une famille milliardaire. Le blond le reconnaît comme celui qui dort paisiblement dans les dortoirs, pendant que tout le monde souffre. Ensuite, nous voyons la psychopathe boire son jus. Et quand elle regarde, elle voit notre protagoniste avec son corps athlétique. Il passait par là quand les filles le saluèrent de loin. L'un d'eux s'est approché de lui et lui a demandé « J'ai entendu dire que vous habitiez au dernier étage. Comment avez-vous fait pour avoir une place là-bas » Notre protagoniste ne veut apparemment pas beaucoup lui parler et dit que c'était de la chance. Le blond se promène avec d'autres gars, parle mal de lui et dit « C'est imbécile ». Comment entre-t-il dans la pièce, provoquant un chahut? Un gars le voit et prévient notre gars qu'il vaut mieux ne pas déranger ces gens. Mais quand la jeune fille blonde voit notre protagoniste, elle prend peur et laisse tomber sa cigarette. Maintenant, c'est notre protagoniste et les laitières contre le groupe de gars. Tout le monde est curieux de savoir pourquoi ils se regardent. Mais notre protagoniste est calme, tandis que le pauvre gars tremble. Les filles sont confuses car elles se connaissent. Mais la folle se rend compte que notre protagoniste traite les gars comme des chiens. Il monte dans l'ascenseur et demande s'ils n'entrent pas pendant qu'il les regarde. Une dizaine de filles sont arrivées, et bien sûr, la plus coquine est devant lui. Elle veut jouer à son jeu. Elle le charme. Et cela fonctionne même sur le fou réincarné. Alors qu'ils sortent de l'ascenseur, le type effrayé arrive. Agissant comme un copain, pose sa main sur l'épaule du protagoniste et dit « Tu as peur de toi-même ». Notre protagoniste retire sa main et dit « Je ne te connais pas, alors ne me touche pas ». Le gars est surpris par cette réaction, s'excuse et s'enfuit. N'as-tu pas dit que tu voulais être ami avec tout le monde dans ton discours? Mais il entre dans la pièce en disant qu'il ne se souvient pas d'avoir dit cela. À son entrée, la laitière les invite à s'asseoir ensemble. Le manipulateur est également assis. Alors que notre protagoniste passe, elle le regarde et dit « Vous avez raison, la qualité vaut mieux que la quantité quand il s'agit d'amis ». Elle lui demande s'il veut se faire des amis, mais il répond sèchement que les amis ne font aucune différence. Son ami lui rit au nez, mais après avoir ri, elle se lève et lui demande son numéro de téléphone. Notre gars dit qu'il le lui donnera, mais il ne répond pas beaucoup. Notre protagoniste se rend compte qu'il a un problème, même s'il possède désormais beaucoup de connaissances, et qu'il est difficile de se rappeler de toutes les utiliser. Son idée était donc de prendre ses notes comme une personne désespérée, d'organiser ses pensées. La fille le regarde, pensant qu'il est fou, puis lui demande pourquoi il étudie autant alors qu'ils n'en sont même pas encore arrivés à cette partie. Notre héros lui demande s'il ne pourrait pas étudier seul, par hasard. Elle dit qu'il peut le faire, mais elle se demande « Si tu étais si intelligent, ne serais-tu pas dans un cours de sciences humaines ?» Le protagoniste dit qu'il était juste démotivé avant, mais qu'il est maintenant prêt à révolutionner sa vie. Les deux brûlés sont impressionnés, et son ami le fait remarquer, disant qu'elle savait qu'il était une sorte de génie, vraiment différent des autres gars. Mais notre gars la regarde avec méfiance, car il la connaît très bien. Alors il demande au président « Pensez-vous que j'étudie avec autant d'enthousiasme ?» Elle essaie de deviner son histoire, disant qu'il était un fauteur de troubles. Mais ensuite, l'année dernière, il a perdu sa petite amie au profit d'un homme riche. Puis il a été battu, puis il a décidé d'étudier pour que cela ne se reproduise plus. Et c'est pourquoi il évite toutes les filles. « Hein? Est-ce que j'ai bien compris ?» demande-t-elle. Notre protagoniste rit. « Êtes-vous fou ou aimez-vous écrire des fanfictions ?» Elle est un peu gênée mais ne répond pas. Notre héros trouve étrange qu'elle soit devenue si timide. Un peu plus tard, encore timide, elle lui dit au revoir en mentionnant qu'elle a des choses à faire. Notre gars commence à penser que peut-être elle écrit vraiment des fanfictions. Et maintenant, il est curieux, parce qu'il ne se souvient pas de cela de sa vie passée. Mais il pense que même si elle l'a lamentablement trompé, elle a été gentille. De plus, elle était une fille travailleuse et disciplinée dans ses propres affaires. Il pensait qu'elle réussirait bien après l'obtention de son diplôme. Mais apparemment, elle s'est mariée dans un mauvais état. Toujours en pensant qu'elle est écrivain, il se souvient de quelque chose. Un jour, alors qu'il était dans la salle informatique, il l'a vue recevoir un message sur l'ordinateur, quelqu'un lui demandant des nouvelles d'un roman. Et il commence à se demander, a-t-elle deux personnalités distinctes? Un pour écrire des romans et un ici à l'université? La canaille veut maintenant révéler ce qu'elle a sous le déguisement. Dans la scène suivante, nous la voyons vouloir étudier, mais elle mord simplement son stylo en pensant « Mon Dieu, pourquoi ne puis-je pas l'oublier ?» Regardez comment elle regarde notre protagoniste. Elle craint juste qu'il ait remarqué quelque chose alors qu'elle hésitait à répondre ce soir-là. Notre garçon n'aura pas cours demain, alors il voudra acheter un nouvel ordinateur et un nouveau téléphone portable. Le seul problème est que maintenant il a vraiment besoin d'argent. Lorsqu'il entre dans la pièce, le blond le regarde et prend peur.
Notre gars jette son sac à dos sur le lit, et tout le monde pense qu'il va attraper le marteau. Mais passons au lendemain. Il achète un iPhone, glisse sa carte pour acheter un ordinateur portable, puis achète une carte SIAM. L'achat de la carte SIAM activait l'effet de recevoir un cadeau lors d'une dépense. Ce qu'il a reçu était une carte Super SIAM. Dans la chambre des filles rondes, la laitière demande au président ce qu'elle pense du protagoniste. Déjà à l'université, il y a plusieurs gars riches, mais sa personnalité est assez unique. La présidente a dit qu'elle ne se souciait pas de lui puisqu'il n'avait rien de spécial. À ce moment précis, un message arrive. Il s'agit de notre protagoniste, qui a déjà utilisé la carte de la NASA pour obtenir son numéro et a envoyé le message. « Bonjour moniteur, c'est Anne Lee, mais ne donnez mon numéro à personne. » Mais son ami lui dit « Avez-vous ajouté Anne Lee au groupe universitaire ?» Elle se sent un peu triste en pensant qu'aujourd'hui, il a dit de ne le donner à personne, mais il est entré dans le groupe de messagerie. Changer de scène. Notre protagoniste veut trouver ce forum où elle publie ses romans. Mais même après avoir cherché pendant un moment, il ne trouve rien. Cela signifie peut-être qu'elle ne l'a pas encore créé. Après de nombreuses recherches, il y trouve son nom d'utilisateur. Mais quand il essaie d'être ami, elle a un questionnaire avant d'accepter une amitié. Qui suis-je? Qui es-tu? Et pourquoi veux-tu m'ajouter? Notre garçon écrit ce qui, selon lui, la convaincra et retourne dans la pièce. La grosse fille l'appelle pour qu'il s'assoie près, tandis que les autres filles dans la pièce commandent qu'elle n'arrête pas de flirter. Même notre protagoniste trouve cela étrange car, aussi amicale soit-elle, elle n'était pas si collante. En regardant le président, il pense que l'hameçon est lancé. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle le prenne. Pendant ce temps, le type aux gros cheveux dans la classe se vante que sa famille possède 4 immeubles valant des millions. Mais notre protagoniste sait très bien qu'il n'est pas si riche, et qu'en réalité, sa famille possède 5 ou 6 maisons parmi ces immeubles, et les bâtiments appartiennent à toute la famille. Mais avec autant de personnes impliquées, le profit n'est pas si grand. On ne peut pas dire que ce type est pauvre, mais il n'a pas autant qu'il le pense. Aux yeux du président, ce type là-bas est riche, mais il est vraiment stupide, pas très beau et n'a aucune personnalité. Tandis que celui qui retient le plus son attention est notre protagoniste, qu'elle considère comme complet dans tous les aspects. Le type aux gros cheveux remarque que le protagoniste étudie beaucoup, et lui demande s'il compte réussir l'examen et pourquoi il étudie autant. Notre gars dit qu'il n'a pas encore décidé, mais il apprécie votre inquiétude. Un gars montre son propre visage en disant « Bon sang ». Mange un demi-kilo de merde de la laitière. Si notre protagoniste passe, le gars profite de la situation pour dévoiler sa préférence. Han Lee profite de la situation et dit « Vous dites cela comme si vous étiez sûr qu'elle va vous nourrir. » La laitière se sent mal à l'aise en lui tapotant l'épaule. Il dit qu'il plaisantait. Elle lui dit d'arrêter d'imiter le comportement dégoûtant de ces gars-là. La fille aux cheveux roses dit qu'elle a trouvé ça drôle. Le type aux gros cheveux se met en colère, pensant que quand il le dit, c'est dégoûtant. Mais quand elle le dit, c'est drôle. Il dit donc à notre protagoniste que s'il réussit l'examen, il le laissera vivre gratuitement dans sa maison pendant 3 ans. Notre protagoniste l'ignore, pensant qu'il cherche simplement à attirer l'attention. Puis, il répond « Merci pour l'offre. J'y réfléchirai. » Il y a un silence dans la pièce, et tout le monde pense que notre héros ne s'est pas rendu compte qu'il était humilié. Mais en réalité, il s'en fiche. Le président le félicite, affirmant qu'il est très calme et qu'il a une bonne capacité d'apprentissage. En le voyant résoudre tous ses problèmes de mathématiques, elle croit qu'il réussira. Notre protagoniste est confus et pense « Est-ce que ce président fou me fait l'éloge? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Le type aux gros cheveux est plutôt sceptique quant à la capacité de notre homme à être vraiment intelligent. Alors il dit « Je doute qu'il résolve des problèmes difficiles » et lui prend le cahier des mains pour voir ce qu'il écrit. Sans rien comprendre, il dit « Il a écrit des choses. » Apparemment. Mais ensuite une fille intelligente arrive, attrape le cahier, le regarde et dit « Les réponses sont correctes. Mais pourquoi n'y a-t-il rien d'écrit ici? Pas de calcul. Où en est votre processus ?» Le protagoniste lui reprend le cahier en disant « Ces calculs sont trop faciles. » Alors, il les a résolus mentalement. Maintenant, il a mis le doigt sur la tête, et ils viennent tous joyeusement lui demander s'il pouvait donner un cours particulier dans leur chambre. Le type aux gros cheveux est encore plus en colère, surtout lorsqu'il voit le président parler à notre protagoniste. Il essaie ensuite de sauver le reste de son ego en disant « Peut-être qu'avec une décennie de travail, je pourrais au moins acheter une petite maison ou verser l'acompte. Si vous avez besoin d'un logement à louer, laissez-moi simplement c'est. Ma famille a quelques maisons. » La laitière est vraiment une chercheuse d'or et se demande si Han Lee a vraiment de l'argent, tandis que le président psychopathe a hâte de voir Han Lee humilié et vaincu. Mais sorti de nulle part, le protagoniste se met à rire au nez du type aux gros cheveux et dit «
Quel genre de maison luxueuse votre famille possède-t-elle? Le gars répond que toutes les maisons de sa famille sont incroyables et luxueuses. Mais Nami va se faire prendre en flagrant délit parce que notre gars lui dit « Ne me dis pas que tu considères la contribution collective de tous les gens de ta famille à ce bâtiment comme votre propriété. » Le gars est un peu gêné et dit que ce que dit notre protagoniste n'a pas de sens et que les gens dans la classe veulent savoir ce qui se passe. Le protagoniste lui dit « Bâtiment numéro 4 dans le district de Yangpu. Un petit immeuble avec ascenseur et 4 appartements par étage. Au cours des 3 dernières générations, votre famille a réussi à en acheter 8, mais vous vivez dans 2 et partagez les bénéfices. Je n'essaie pas de vous rabaisser, mais est-ce que quelqu'un ici sait laquelle des propriétés de Yangpu est considérée comme extrêmement luxueuse sur le marché immobilier? » Le protagoniste affiche un air suffisant et dit « Je trouve un peu étrange que vous agissiez haut et fort aux dépens de 3 générations de votre famille. » À ce moment-là, le professeur entre dans la salle, et c'est le silence. Le méchant spectateur regarde le type aux gros cheveux et pense qu'il est un perdant parce qu'il n'a pas répondu du tout. Et elle est visiblement impressionnée par la façon dont le protagoniste a réagi à la situation. Elle a déjà la plume dans la bouche, pensant qu'elle va maintenant écrire un roman sur un PDG dominant et l'utiliser comme modèle. Mais elle doit essayer de se calmer car pendant tout le cours, elle veut juste continuer à regarder notre ami réincarné. La fin du cours arrive. Un ami rappelle pour aller à la cafétéria, mais notre protagoniste dit « La cafétéria est trop chère. Ils ne peuvent pas simplement y dépenser de l'argent. » À ce moment-là, il reçoit un message sur son téléphone et elle crie « Arrête de mentir. Tu as un nouveau téléphone et tu ne peux pas acheter de collation à la cafétéria ?» Il dit que c'est exactement pour ça, puisqu'il a dépensé tout son argent en téléphone et maintenant il est fauché. Mordante de colère, elle lui dit de se dépêcher. Elle paiera pour tout. Notre gars prévient qu'il ne la remboursera pas. Elle répond que cela n'a pas d'importance et leur suggère d'y aller. Hanley est impressionné par sa confiance. Elle l'attrape par le poignet pour l'emmener et il accepte. Quand il s'agit de vivre aux dépens des autres, je suis doué aussi pour ça. Les autres filles rient et elle se demande s'il veut vivre aux dépens des autres. Elle le pince, lui demandant ce qu'il veut dire par là. Il répond « Eh, ce n'est pas grave. Je viens de dire cela parce que je mange habituellement dans les cafétérias ordinaires. » Mais elle ne se sent pas en sécurité, pensant qu'il pourrait croire qu'elle est une chercheuse d'or. La fille aux cheveux verts dit « Détends-toi, je vais payer tes affaires. » C'est bon. Le protagoniste trouve cela étrange. Tous deux semblent très intéressés par lui. Mais il se préoccupe davantage de la façon dont il va gagner de l'argent. La fille aux cheveux verts veut l'amour le plus pur possible et espère se marier bientôt. Donc ça ne marchera pas. Et celui de droite veut épouser un homme riche. Donc ça ne marchera pas non plus pour lui. Pour l'instant, il vaut mieux se détendre. La fille aux cheveux courts pense que le protagoniste doit être un homme riche. Pour agir de manière si désintéressée envers les belles femmes, il doit en avoir beaucoup autour de lui. Et si c'est le cas, elle doit l'avoir. Tant que sa famille est riche, au final, ça vaut le coup. Elle est sur le point de dire quelque chose, mais la fille aux cheveux verts intervient à nouveau et dit « Vous avez acheté un tas de nouveaux produits de soins. Laissez-moi les payer. » Elle se sent un peu gênée car, en réalité, elle n'a rien acheté. C'était tout un cadeau d'un admirateur. Elle dit donc qu'elle peut les payer. Mais la fille aux cheveux verts dit que ça va, même si elle ne devrait pas venir pleurer après. Ils s'intéressent tous à lui et posent beaucoup de questions. Pourquoi as-tu changé de téléphone? Avez-vous déjà été en couple? Pourquoi n'en avez-vous pas eu? Quel genre de femme aimez-vous? Quel genre de femme n'aimez-vous pas? Les autres gars pensent tous que c'est un gars chanceux. Ils continuent d'insister jusqu'à ce qu'il réponde. Le type de femme que j'aime n'a pas besoin d'être exceptionnellement belle. Mais elle doit être gentille, partager les mêmes valeurs que moi et être une bonne personne à côtoyer. Il pense qu'il est compréhensible qu'il soit seul. Il est très traditionnel et exigeant. Le protagoniste leur demande « Selon vous, quelle qualité fait d'une femme la meilleure ?» La fille au lait dit qu'elle n'en a aucune idée. Mais en réalité, elle pense « Je suis toute gonflée et les miennes sont énormes. C'est ce que les gars aiment, non ?» La fille aux cheveux verts dit « Ce qui compte, c'est ce que tu aimes. » Mais elle se dit « Merde. Le président est beau et l'autre est juste gonflé. Je vais devoir trouver un autre moyen de gagner. » Le président n'aime pas cette blague. Elle ne s'implique même pas, mais se laisse entraîner dans la comparaison. Un peu plus tard, tout le monde est à la cafétéria pour manger. Hamlet arrive avec un gâteau pour tout le monde. Ils sont impressionnés car c'est assez cher. Il leur dit d'en profiter. Pendant que le président regarde une fraise géante, il lui dit d'en profiter pleinement. Il a les saveurs qu'elle aime. Après tout, il était son admirateur dans une vie antérieure. La fille gonflée demande pourquoi il a dépensé autant d'argent pour eux. Il dit que ce n'est pas grave puisqu'ils ont aussi dépensé beaucoup pour lui.
organisant pratiquement un banquet pour le protagoniste. Les filles sont tout autour du protagoniste, et toutes les deux veulent toujours lui parler de loin. Le président confus se demande « Ils sont tous les deux beaux. Alors pourquoi ne fait-il rien ?» Notre gars lui offre la dernière mandarine, mais elle dit qu'elle n'en veut pas. De toute évidence, ce coquin ne s'intéresse qu'à elle et pense « Tu m'as tellement dérangé dans le passé. Comment vais-je te faire payer pour ça ?» Les choses ne font que commencer. Le temps a passé et notre protagoniste a continué à faire de l'exercice, à étudier, à tout planifier et à vivre sa routine. Bizarrement, entre-temps, il est devenu une célébrité dans le dortoir, pourchassé par une bande de jolies filles. Il voit un message dans le groupe universitaire où les gens organisent une sortie au zoo. Il sait que sa popularité ne fait qu'augmenter ces derniers temps. Puis, il reçoit un message du président lui annonçant qu'ils iront au parc safari demain. Mais il n'a pas à s'inquiéter car elle a déjà payé son voyage. C'est la première fois que je dépense de l'argent pour un homme, dit-elle. Notre protagoniste, se rendant compte qu'elle est bouleversée, pense qu'il va parler à Lil Cucumber, son pseudonyme, sur le site où elle publie son travail. Pendant ce temps, il dépense de l'argent en tant que supporter sur le site. Pour la première fois, il reçoit un message d'elle disant « Merci pour le don, je suis touché ». Notre gars pense qu'elle a finalement mordu à l'hameçon. Mais pour l'instant, il doit confirmer que c'est bien elle. Il profite de cette réponse pour lui demander son numéro, s'il existe un groupe de lecteurs, et si elle envisage de sortir un nouvel ouvrage. En fonction des réponses, il arrive à l'une de ces 3 questions. Il sera sûr que c'est elle. Sur ce, il confirme son identité. Le chapitre suivant commence avec tout le monde se rendant au safari. Notre protagoniste arrive à la station de métro et les filles le saluent déjà. La présidente arrive toute mignonne, disant qu'elle achètera des billets pour tout le monde. Les gars pensent que ses jambes sont incroyables. Un peu plus tard, ils sont déjà arrivés au safari, mais notre protagoniste est seul tandis que les filles envoient toutes des messages lui demandant où il se trouve, même s'il n'est pas d'humeur à répondre. Pendant ce temps, le président est également en colère parce qu'il s'est enfui sans rien dire. « Où est-il » se demande-t-elle. Puis un message de sa part arrive demandant de l'aide. Elle pense « Il me demande de l'aide, je ne répondrai pas. » Mais elle jette un coup d'œil et demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il lui dit qu'il a mal au ventre et qu'il n'a pas de papier toilette. Elle s'excuse mais ne peut malheureusement pas rentrer dans les toilettes des hommes, pensant qu'il est finalement tombé entre ses mains. Mais il dit « Demandez au concierge s'il vous plaît. » Elle lui dit que s'il veut une faveur, il doit faire preuve de la bonne attitude et la mendier. Il lui dit de se dépêcher et qu'il supplie. Mais le protagoniste l'appelle « Maman »,« Madame » et « Chérie ». Elle se met en colère et pense « Merde, le ciel m'a envoyé ce type ici pour m'ennuyer. C'est pour ça que je ne m'intéresse pas à lui. » Mais soudain, devinez qui apparaît ? Il jouait juste avec son cœur. C'est la stratégie ultime. Une histoire d'amour doit susciter des émotions. Il ne peut pas s'agir d'une rivière stagnante qui rend la femme frustrée et en colère, pour ensuite lui réserver une méga surprise. Cela crée un contraste qui génère des fluctuations émotionnelles. Le scélérat améliore le système juste pour draguer les femmes et lui apporte même de la glace. C'est à ce moment que son système montre qu'il a acquis la compétence flirt. Niveau 1. Han Lee, ne voulant pas rater cette occasion, l'améliore immédiatement avec 180 000 points. Il veut voir quel effet il aura avec la communication, la persuasion et le flirt, le tout au niveau 3. Il joue avec la glace de manière ludique, mais un enfant passe par là et la bouscule. Elle tombe sur le ventre de notre protagoniste, se sentant gênée et s'éloigne. Mais soudain, elle revient assise à côté de lui. Il continue de parler jusqu'à ce que l'ami aux cheveux courts les voit tous les deux assis sur le banc. Elle pense « C'est pour ça qu'il ne répondait pas à mes messages, parce qu'il est avec elle. » Mais une écrivaine de fanfiction arrive en courant et serre son ami dans ses bras, créant une scène romantique. Notre protagoniste adore cette scène. Un peu plus tard, il descend dans Snack Street pour prendre quelques collations. La grande amie met des oreilles de lapin et demande si elle est mignonne. Notre gars dit oui et pose des questions sur les 2 autres amis. Elle dit qu'ils sont allés se promener pour acheter des trucs. Han Lee demande pourquoi elle ne les a pas accompagnés. Elle dit qu'elle n'y est pas allée parce que sinon il serait laissé seul. Puis elle lui attrape le bras, l'invitant à s'amuser. Ils traînent dans le parc jusqu'à ce qu'elle voie un collier. Et notre protagoniste se souvient que dans sa vie passée, il lui avait offert le même collier. Elle détestait ça, mais maintenant elle ment en disant qu'elle trouve ça merveilleux. Alors, elle leur suggère d'aller y jeter un œil. Elle est toute intéressée, mais le pauvre gars se souvient seulement qu'il a dû économiser longtemps pour l'acheter pour elle, et qu'il ne l'a même jamais vu le porter. Il ne s'intéresse peut-être plus à elle, mais il trouve étrange qu'elle soit si amoureuse de cet objet. Il trouve ça drôle et dit qu'il l'achètera pour elle, disant déjà à la réceptionniste de le garder comme cadeau de sa part à son ami.
Lorsque le protagoniste effectue l'achat, il reçoit du système un collier pour animal de compagnie qui lui donne 50 points d'obéissance et 50 points de bonheur. Et il se demande quoi en faire. Il pense que ce serait bien s'il élevait un husky, mais ce n'est pas le cas. Elle lui demande alors de le mettre autour de son cou. Et il le fait. Elle est très heureuse. Mais tout le monde dehors peut le voir, et le président se sent isolé. Han Lee est tout heureux lorsqu'il parle au président en ligne, mais ne veut pas lui parler en personne. Il est vraiment le roi de la 2D sur l'application. Il lui demande quand elle va sortir un nouveau livre. Elle dit que cela prendra un peu plus de temps. Elle a été très frustrée ces derniers temps par son contenu et n'est pas satisfaite des résultats. Il passe presque toute la nuit à discuter avec elle, lui donnant plusieurs conseils pour s'améliorer et commencer à collaborer avec elle. Après avoir discuté un moment, il dit qu'il a une idée. Il a toujours voulu écrire l'histoire d'un PDG dominant qui entretient une relation amoureuse intense avec sa femme. Il en parle parce qu'il sait que c'est exactement le genre d'histoire qu'elle veut écrire. Il lui explique tout et lui demande si elle aimerait écrire cette histoire avec lui. Elle y réfléchit et l'histoire avance jusqu'au lendemain où ils se rencontrent à la librairie. Elle est toujours en colère contre lui à cause de l'incident du collier. Puis elle va au téléphone pour se défouler, mais elle ne sait pas qu'il écoute. Évidemment, les journées passent, et il parle jour et nuit du livre. Quelques jours plus tard, on voit notre protagoniste manger, mais plus intéressé par le travail du psychopathe sur son téléphone, jusqu'à ce qu'un nouveau visage apparaisse. Son ami chauve dit « C'est la beauté des études internationales !» Elle est merveilleuse. Son partenaire lui dit « Reste avec nous et viens rencontrer les gars de mon dortoir. » Elle regarde la table, et la scène change au fur et à mesure que tout le monde parle. Son ami la présente en disant « Miss Page, la fille la plus belle et la plus populaire de toute l'université. » Le protagoniste se sent gêné pour elle jusqu'à ce que le gars le présente. Voici Han Lee, le roi des filles. Notre protagoniste interrompt le gars et lui dit qu'il va se présenter. Avec plaisir, je m'appelle Han Lee. L'ami de Payne semble reconnaître le nom et dit « J'ai déjà entendu ce nom. N'êtes-vous pas le gars qui est suivi par 2 belles filles tous les jours ?» Notre homme se sent exposé et pense « Merde, cette renommée que je gagne me ruine. » Sa personnalité est très différente des rumeurs. Elle dit qu'elle ne peut pas boire beaucoup mais qu'elle essaiera de suivre. Notre mec remarque que ses yeux sont très différents. Elle explique qu'ils viennent de sa mère, venus de loin. Notre protagoniste dit qu'ils sont particulièrement merveilleux. Ils continuent la conversation jusqu'à ce que son ami lui donne un coup de coude et lui dise « Regarde qui est là-bas !» C'est le président qui a déjà remarqué la présence de notre protagoniste. Les deux se reconnaissent. La fille la plus sexy du département des relations humaines de l'université contre la fille la plus sexy du département des finances de l'université. C'est un duel intense. Le président veut savoir pourquoi le protagoniste est assis à côté d'elle. Elle demande alors à notre homme ce qui se passe et dit qu'elle attendait un message de sa part. Il répond « J'étais avec mes amis du dortoir jusqu'à ce que certains de leurs amis arrivent. Rien de spécial. Je pars pour ne pas vous déranger les gars. » Mais le protagoniste ne semble pas se soucier de son départ. Cependant, notre homme, que je commence à considérer comme un psychopathe, s'est levé et est allé aux toilettes pour lui parler. Sur son compte secret, il demande si elle va bien. Ce qui s'est passé, elle répond qu'il n'en a aucune idée et explique. « Je suis allé m'asseoir avec mon camarade de classe dont j'ai parlé, mais il m'a simplement ignoré et ne voulait même pas que je m'assoie avec lui. Parfois, il me traite bien et parfois, il me traite mal. » Le protagoniste dit « Il joue simplement avec toi au chaud et au froid et il te taquine tout le temps. Ne tombez pas dans le piège. » La présidente envoie un texto indiquant qu'elle est en colère et qu'elle veut manger du riz frit. À ce moment-là, notre protagoniste apparaît avec le riz frit déjà acheté et commande que le riz frit qu'il a apporté est meilleur que celui du magasin. Elle ne réagit pas, alors il lui demande ce qui ne va pas et si elle veut changer. Il essaie le riz du magasin et le trouve cher et mauvais. Le propriétaire du magasin et elle se demandent de quoi il parle. Elle le remercie pour sa gentillesse mais refuse affirmant que le riz frit lui donnerait des boutons si elle n'était pas d'humeur à être avec lui. Elle part, lui faisant comprendre qu'elle est en colère. Notre protagoniste se demande pourquoi elle est en colère, se demandant si quelque chose s'est passé entre elle et Panji. Il reçoit un message d'elle sur son téléphone lui disant que le chien a essayé de lui livrer du riz, mais elle l'a ignoré et est partie. Le protagoniste commande qu'il lui accordera du crédit cette fois. De retour dans la salle, les gars l'invitent à sortir. Il s'enquiert de l'endroit et l'ami à lunettes a un contact. Ils prévoient d'inviter des filles de l'université de théâtre au karaoké. Le protagoniste demande s'ils vont chanter ensemble et se demande si elle l'invite à payer l'addition. L'ami le prévient de faire attention à ses propos. Notre garçon explique qu'il n'est pas intéressé à payer la facture des jolies femmes et qu'il ne s'intéresse pas vraiment à elle ces derniers temps.
Il décline l'invitation car il doit étudier pour un concours de finance qui se déroulera en 3 tours, le gagnant remportant 1 million. Les vacances se terminent et ils retournent à l'école, où les filles veulent rester avec lui. Fei Fei pose des questions sur l'histoire, et il explique que c'était juste une réunion informelle, demandant si c'était tout. Il confirme et commente qu'il aurait pu être plus gentil avec elle. Les 3 filles entrent dans la pièce. Il regarde Tintine et elle lui rend son regard. Soudain, le cours se termine sans aucune interaction interpersonnelle. Le protagoniste regarde Tintin, se demande si son comportement était mauvais mais décide de l'ignorer. Les 3 filles vont manger ensemble après les cours. Elles pensent juste que c'était bizarre hier. Mais le protagoniste est terrible. Il ne lui a même pas parlé aujourd'hui et a toujours fait comme si de rien n'était. À table à côté de quelques fauteurs de troubles, l'un dit que leur table est animée et demande s'ils ne veulent pas les rejoindre et qu'ils parentent même. Le gars s'approche d'elle, lui demande de ne pas avoir si froid et lui demande de quelle université ils viennent. Elle l'interrompit et répondit depuis un endroit différent du sien, indiquant que cela ne l'intéressait pas. L'un d'eux, en sueur, a demandé à l'autre d'appeler le protagoniste. Tintin s'est levé et a déclaré que c'était du harcèlement. S'il continuait à les déranger, elle appellerait la police. Tout en attrapant le poignet de Tintin, il lui a demandé de ne pas se montrer si timide. Le protagoniste est arrivé et a demandé ce qui se passait. En le voyant, Tintin était heureux, disant qu'il était enfin arrivé. Le délinquant a demandé si leur garçon était avec eux, le qualifiant de chanceux d'être avec des filles aussi denses. Le gars a alors demandé lequel était le protagoniste, lui demandant de le présenter aux autres. Tout en serrant le bras de Tintin, notre garçon s'est approché et lui a saisi le bras, lui demandant où il pensait être sa main. Le délinquant, souffrant, lui a demandé de le lâcher, le traitant de fou. Les amis du délinquant et tout le monde dans le magasin le regardaient. Notre garçon a demandé ce que faisaient les filles et leur a dit de partir parce qu'elles ne voulaient pas manger dans un endroit où tout le monde les regardait. Le bébé chercheur d'or adorait que le protagoniste lui donne une leçon. En demandant à Tintin si elle allait bien, notre garçon a répondu qu'il était content quand même et s'est retourné. Il se retourna et lui demanda ce qu'elle pensait de ce geste. Elle était confuse, ne sachant pas de quoi il parlait. Il a dit qu'il savait qu'elle avait lu ces romans dans lesquels le gars apparaît et sauve la princesse, en disant qu'il était le prince de cette histoire. En cours de finance, le protagoniste utilisait le cahier. Le professeur, voyant cela, dit que s'il était le plus intelligent, il devrait le montrer puisqu'il ne voulait pas y prêter attention. Notre garçon est allé devant et a donné un cours, démontrant qu'il était un génie. Les filles étaient comme toujours fascinées et le professeur impressionné. Cette information parvint aux oreilles de Panji. Elle pensait que le protagoniste était un gars intéressant. Au cours suivant, les filles sont venues poser des questions à notre garçon. En voyant ce groupe de filles, le président est devenu jaloux et est allé lui aussi poser quelques questions. Cependant, le protagoniste l'a interrompu en lui disant qu'il répondrait en premier. Les autres qui l'ont demandé n'ont pas aimé ça et elle est allée se plaindre auprès de lui. Mais dans les messages téléphoniques, elle a dit qu'elle détestait ce type parce qu'elle avait abaissé son statut pour lui parler, qui n'a montré aucune réaction. Le protagoniste, sur un compte secret, a demandé s'il n'avait toujours pas compris ce qui se passait. Elle a dit que c'était étrange, puisqu'il n'y avait que 2 colocataires qui traînaient autour de lui. Désormais, toutes les filles de la classe étaient autour de lui, ce qui l'irritait. Le protagoniste du compte secret a commencé à l'attaquer, lui demandant pourquoi elle était si en colère, et si c'était parce qu'il y avait beaucoup de filles autour, ou parce qu'elle l'aimait bien. Elle a répondu qu'elle ne l'aimait pas, et qu'elle était simplement curieuse de savoir comment il avait réussi à faire tout cela, même s'ils avaient le même âge. Le protagoniste de la web-série lui dit que si tel est le cas, elle devrait prouver qu'elle est encore meilleure. Il lui conseille de publier le livre et de réussir, en lui montrant les résultats. Une semaine plus tard, le livre connaît un succès modeste, mais notre garçon jette un seau d'eau froide sur la situation, affirmant qu'il doit se préparer pour un concours d'1 million de dollars et qu'il ne pourra pas écrire toute la journée. Il lui dit alors qu'elle devra écrire certaines choses qu'il avait initialement prévues, mais qu'elle recevra un pourcentage plus élevé pour cela. Elle est d'accord. Le seul problème, c'est qu'il y a des scènes qu'elle ne sait pas écrire, car elle n'a jamais vécu de telles situations, comme celle où le personnage est dominé. Cependant, le protagoniste est également inexpérimenté dans ce domaine et se demande s'il peut utiliser Internet pour obtenir de l'aide. Il se souvient alors qu'il s'est procuré un collier pour chien, et le lendemain commence avec Tintin qui va chercher un colis. La protagoniste demande ce qu'elle va obtenir et propose de l'aide. Elle rejette brusquement son offre, insistant sur le fait qu'elle s'en chargera elle-même. La boîte est un colis provenant du protagoniste, mais il semble provenir de son personnage d'écrivain sur Internet. Elle ne réalise pas que cela vient de lui, mais regarde la boîte avec enthousiasme.
Notre garçon arrive et demande ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi elle est si contente. Elle répond que ce ne sont pas ses affaires. À ce moment-là, la fille aux cheveux courts, Yunyun, les retrouve à nouveau ensemble. Elle est bouleversée car, à sa connaissance, Tintin était censé rendre les choses difficiles au protagoniste. Yunyun passe immédiatement à l'attaque et jette son bras sur son épaule, lui demandant ce qu'ils vont manger ensemble aujourd'hui. Notre garçon lui enlève le bras et dit qu'aujourd'hui il dîne avec Tintin. Elle devra donc décider elle-même. La pauvre fille est confuse, se demande ce qui se passe et s'ils sont de nouveau ensemble à la cafétéria. Elle veut donner toute la nourriture au protagoniste pour lui préparer son repas. Cependant, elle craint que si le président Tintin participe au concours, cela pourrait signifier la fin de ses chances et de celles des autres filles. Pendant qu'il mange, Yeonmian lève la main et salue quelqu'un. Le président regarde en arrière et voit Panji approcher. Panji s'assoit à côté de lui mais ne montre aucun intérêt à parler. Yunyun remarque que l'atmosphère est étrange et demande au protagoniste ce qui se passe. Il l'ignore et se détend un peu avec Panji, parlant de se lever tôt pour profiter de la cafétéria vide. Tintin n'est pas content de cette interaction calme. Se demandant pourquoi il parle si détendu, elle essaie de mettre fin à la conversation en lui donnant une mandarine et en lui disant de la manger. Panji, voyant Tintin offrir la mandarine, pense que Tintin pourrait aimer Han Li ou essayer de se venger de lui pour leur dernière rencontre. Yeonyun n'aime pas cette conversation, ayant le sentiment qu'elle est déjà en concurrence avec le président et que maintenant, Panji entre dans la mêlée. Elle sentait qu'elle perdait toutes ses chances. Elle devait donc changer de sujet. Elle demande alors à Tintin ce qu'elle a acheté. En regardant déjà la boîte, Tintin répondit qu'elle ne l'avait pas acheté. Un ami le lui avait envoyé. Yeon a demandé si c'était l'ami avec qui elle avait parlé toute la journée sur Internet. Tintin, en colère, lui arracha la boîte des mains en lui disant de ne pas se mêler de sa vie. L'ami de Pani lui dit qu'elle comprenait, et que comme Tintin était très beau, elle devait recevoir de nombreux cadeaux de la part de divers admirateurs. Yeomyun a pris la boîte, l'a ouverte, et a fait l'éloge de l'emballage du cadeau. Tintin s'inquiète, se demandant s'il a dit quelque chose d'étrange, et s'il s'agit peut-être d'une boucle d'oreille ou d'un collier. Tintin laissa tomber le cadeau par terre et demanda ce que c'était. Sans surprise, c'était le collier du protagoniste. Tintin se demandait comment elle allait expliquer cela, car si cela n'avait été qu'un collier, ça aurait été bien, mais il était livré avec un collier. Les deux, voyant que le cadeau était un collier, n'arrêtaient pas de le jeter d'avant en arrière. Les filles à proximité se demandaient pourquoi elle avait reçu un collier pour chien. Pani commença à imaginer qu'elle n'avait pas réalisé que ses meilleurs amis étaient si proches. Les amis de Pani ont dit que le cadeau était incroyable et qu'ils devaient s'amuser beaucoup. La pauvre Tintin essaya de s'expliquer, mais elle n'y parvint pas, ce qui compliquait encore plus les choses à chaque mot. Elle a donc demandé de l'aide à Yunyun. Mais Yeonyin a déclaré qu'elle respectait ses préférences, mais qu'elle aimait les hommes. Accablée par toute la pression et l'angoisse, elle n'a pas pu le supporter et s'est mise à pleurer à table. Yeonyun, se sentant mal à l'aise, a demandé pourquoi elle pleurait devant tout le monde. D'un autre côté, elle pensait qu'avec Panji absente et que son autre concurrent ayant un passe-temps particulier exposé, elle avait un avantage. Elle regarda le protagoniste et lui demanda s'il pouvait parler à Tintin. Cependant, elle ne comprenait pas le regard du protagoniste, qui semblait juger la jeune fille. Mais il est venu et lui a dit que tout irait bien, lui disant d'arrêter de pleurer et lui offrant même une glace. Il a demandé à Yunyan de la surveiller pendant qu'il allait chercher la glace. Elle trouvait cela étrange car Han Li ignorait toujours le drame de Tintin. Mais maintenant, il voulait lui faire plaisir juste parce qu'elle pleurait. Puis elle réalisa que puisque le protagoniste n'avait jamais dit explicitement qu'il ne l'aimait pas, mais seulement qu'il n'aimait pas sa personnalité, son soi-disant désintérêt n'était qu'une provocation. Elle réalisa que le protagoniste jouait sur le point faible de la jeune fille. Mais elle n'accepterait pas ça. Lorsque notre garçon a acheté la glace pour Tintin, il a activé le système qui donnait des récompenses supplémentaires, obtenant un bonbon qui augmentait l'obéissance d'une personne à son égard et lui faisait accepter certaines demandes. Le protagoniste pensait que ce cadeau arrivait au moment idéal. De retour, il a dit à Yunyun de retourner en classe, car il prendrait soin d'elle puisqu'elle ne se sentait pas bien. Yunyun vient de partir, disant qu'elle occuperait les sièges et les attendrait à table. Tintin a dit qu'elle n'avait pas besoin d'eux et leur a dit de partir. Il lui a dit de ne pas faire comme si c'était dimanche et de prendre la glace qu'il avait achetée. Elle a dit qu'elle en avait assez de son jeu consistant à provoquer puis à donner de la glace. Le protagoniste a dit que si elle prenait une bouchée, il lui apprendrait comment se sortir de ce pétrin. Elle le regarda avec une expression implorant de l'aide. Notre garçon a dit que tout allait bien et qu'il lui donnerait quelques idées. Elle a dit qu'elle allait bien et qu'elle le croirait cette fois. Il la regarda simplement
pensant à la façon dont le jeu avait changé par rapport à la vie passée. Notre garçon a dit que la solution était simple. Elle avait juste besoin de se confesser en public. Elle était incrédule face à la réponse. Han-Li a répondu que c'était simple et a demandé pourquoi elle se souciait que les gens connaissent son passe-temps. Elle devrait déjà le dire à tout le monde. Elle lui a ensuite donné une morsure vampirique au bras. En colère, elle a dit qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Le protagoniste a dit qu'il plaisantait et qu'elle devrait juste avoir froid. À ceux qui se moquaient d'elle, il lui a dit d'humilier quiconque se moquait d'elle. Elle lui a demandé s'il lui disait d'être une reine dominatrice. Notre garçon a dit qu'elle ne voulait pas faire semblant mais qu'elle avait juste besoin de s'endurcir un peu plus. Elle a dit qu'elle avait cours et est partie. Le protagoniste était surpris mais il savait que ce ne serait pas si facile et que si c'était le cas, il n'aurait pas autant souffert dans sa vie précédente. De retour dans sa chambre, il étudiait pour remporter le concours. Soudain, ses amis de la classe sont entrés et lui ont demandé s'il avait entendu dire que la présidente de classe était lesbienne. Il resta sans voix mais demanda d'où venait cette rumeur. Le gars a dit que pendant la récréation, elle était allée au cours de Pangji et avait avoué. De retour en classe, une fille aux cheveux verts, Fifei, est venue tout lui raconter. Han-Lei a dit qu'il savait déjà tout, mais Fif a dit qu'elle aurait aimé voir la scène avec eux deux, et que cela aurait été merveilleux. Han-Lei était d'accord que cela aurait vraiment été le cas. Soudain, Fifei a dit que c'était ainsi qu'elle voulait la scène, et a placé la main du protagoniste sur son visage. Il était confus et se demandait de quel genre de démonstration il s'agissait, et ne comprenait pas pourquoi elle le regardait ainsi. Quelque temps plus tard, le protagoniste retournait en classe. Le syndicat l'a appelé, mais le président lui a dit de venir la voir parce qu'elle avait quelque chose à dire. Il a demandé ce qui se passait, mais elle était heureuse parce qu'au moins il n'était pas resté avec Union. Le président a dit au protagoniste que tout le monde parlait en mal d'elle à cause de cette chose, et qu'il pourrait même essayer de prendre sa position. C'était probablement ce type, Liu Hong. La protagoniste élabore un plan diabolique, lui demandant d'acheter 2 Marlboro Black et de les placer sous le bureau du gars. De cette façon, il n'a aucune chance de devenir président. Elle est surprise par son plan diabolique. Plus tard, à la maison, ses capacités d'incitation passent soudainement à 2. Il ne comprend pas pourquoi le niveau a augmenté si brusquement et se demande qui il a pu inciter à discuter. Eux et la fille discutent joyeusement car le livre se vend bien. Elle discute du protagoniste en classe et sa version en ligne indique qu'elle fait toujours des commentaires à son sujet. Alors pourquoi ne bouge-t-elle pas vers lui? L'instigation gagne plus d'expérience. Elle hésite et dit qu'elle ne poursuivrait jamais quelqu'un, surtout Han-Li. Elle mentionne que notre garçon est isolé, qu'il étudie, et que tout le monde pense maintenant qu'elle est lesbienne, alors comment pourrait-elle poursuivre quelqu'un comme ça? La protagoniste en ligne suggère que ce n'est qu'un acte et que s'il est occupé pendant la semaine, elle devrait l'inviter le week-end. Si elle tarde trop, il croira vraiment qu'elle aime les femmes et elle le perdra. Elle envoie un message reconnaissant que cela a du sens et dit qu'elle va essayer de voir ce qui se passe. Notre garçon, fatigué d'avoir couru sur la piste, est accueilli par un « bonjour » à son arrivée. Han-Li demande comment elle va, notant qu'elle est tout habillée et demande si elle sort avec Pangji. Elle répond en disant qu'elle n'a rien à voir avec Pangji et lui demande s'il a terminé sa course et s'il veut la rejoindre dans la nouvelle salle de jeu. Même si c'est le protagoniste qui lui a suggéré de l'inviter à sortir avec lui, il fait maintenant semblant de ne montrer aucun intérêt. Feignant le désintérêt, Han-Lei lui dit d'appeler Fifi pour l'accompagner. Elle, gênée, dit que Fifi a trop peur, donc ça ne marchera pas si elle l'appelle à nouveau. Elle admet qu'il y a certaines choses qu'elle n'a pas bien expliquées et souhaite lui parler en cours de route. Il accepte d'y aller mais dit qu'il facturera son temps. Un peu plus tard, notre garçon se promène dans la ville. Il l'appelle soudain, lui disant qu'il veut lui expliquer certaines choses et qu'il ne comprend pas la raison de tout cela. Tintin est désespérée, ne sachant pas comment se comporter dans cette situation. Pendant un moment, elle envisage de l'avouer, mais dit ensuite qu'elle ne l'aime pas beaucoup. Notre garçon dit qu'il sait et suggère qu'elle pourrait avoir un problème avec sa relation avec Pangji. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Parlez-lui simplement et il lui donnera quelques conseils. Elle s'approche de lui pour le frapper, mais il lui demande de se calmer en lui disant qu'il n'y a pas lieu de recourir à la violence. Ils arrivent alors à l'endroit où Tintin voulait se rendre, une escape room. Le protagoniste en ligne lui avait donné ce conseil, lui conseillant de l'emmener dans une salle d'évasion et, quand quelque chose arrive, de faire semblant d'avoir peur et de lui sauter dessus car le reste viendra tout seul. Mais la jeune fille semble vraiment effrayée. Han-Li lui touche le dos, se retourne et est surpris. Il s'excuse, mais dit qu'il est curieux, ne sachant pas ce qu'elle voulait demander. Elle lui dit de se taire, lui demandant s'il ne sait pas où ils sont et précisant que ce n'est pas le moment d'en parler. À ce moment-là,
La batterie de la lampe de poche se décharge, et un zombie brandissant une tronçonneuse apparaît derrière eux. Dehors, à la cafétéria, elle tremble, disant que c'était très effrayant. Notre garçon commente qu'elle a parlé de FIFA, mais qu'elle a souffert plus que lui. Elle dit, gênée, qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils aient prévu que la batterie s'éteigne. Il lui demande encore une fois de quoi elle voulait parler, et elle a un peu honte. Il remarque que beaucoup de gens regardent, et se rend compte que tout le monde pense qu'elle est lesbienne. Elle voulait qu'il l'accompagne, fasse semblant de s'intéresser à lui, et l'utilise comme bouclier. Déjà en train de se lever, il s'excuse mais dit qu'il est concentré sur sa compétition, lui disant de continuer ses jeux. Tintin est confus, disant qu'elle a vraiment un problème, mais que ce n'est pas pour l'utiliser comme bouclier. Elle comprend que quiconque se rapproche d'elle ou de Panji sera impliqué dans tout ce désordre, mais Han-Li ne l'a même pas laissé expliquer quoi que ce soit. Cependant, elle s'énerve et dit qu'elle va résoudre ce problème avec une personne qu'elle a appelée Panji, lui demandant ce qu'elle faisait. Elle se moque du fait qu'elle lui a manqué car cela faisait longtemps qu'il ne se cherchait plus et qu'elle avait faim. Panji est en colère d'avoir causé toute cette confusion, et maintenant Tintin veut l'intimider parce qu'elle est seule. Pandy fait un sourire malicieux et envoie une demande d'amitié au protagoniste. Il ne comprend pas au début mais pense vite que c'est probablement le président qui l'a contacté. Apparemment, elle veut l'impliquer dans tout ça pour embêter Tintin. Pandy dit qu'elle a reçu son contact d'un ami et mentionne qu'elle a une réservation dans un restaurant japonais. Mais son ami ne peut pas y aller et l'invite à la rejoindre. Cependant, il s'excuse et dit qu'aujourd'hui ne fonctionnera pas car il est déjà allé à un escape game avec un ami et sera occupé jusqu'au soir. Donc cette réunion n'aura pas lieu. En entendant cela, elle est incrédule qu'il l'ait rejeté car d'habitude, les gens annulent tout pour lui parler. Elle répond que tout va bien et qu'ils peuvent organiser un autre jour. Avec une expression malicieuse, elle projette quelque chose. De retour dans sa chambre, le protagoniste reçoit un paiement de l'éditeur et investit ses points dans une expérience d'écriture. Il est profondément absorbé par ses réflexions sur le livre, lorsque Panji envoie un message lui demandant des nouvelles de lui. Soudain, nous sommes téléportés au restaurant, où il semble que la fille ait convaincu le garçon et lui a même demandé s'ils allaient en se saouler aujourd'hui. Elle dit qu'ils doivent profiter au maximum de ce temps car ce n'est pas tous les jours que notre garçon est disponible. Elle a dû continuer à demander d'octobre jusqu'au début novembre juste pour qu'il se présente. Notre garçon se sent un peu gêné, disant qu'il était très occupé. En réalité, il ne voulait pas s'impliquer car il avait déjà refusé à 2 reprises. Refuser une 3e fois lui donnerait envie de ne plus être ami avec lui. Panji demande si c'est à cause de la compétition pour laquelle il se prépare. Il répond que c'est exactement ça et que les choses ont été très mouvementées. Elle lui demande de laisser tomber pour ne pas gâcher l'ambiance. Elle dit qu'elle comprend pourquoi les filles continuent de l'entourer parce qu'il parle toujours d'une manière intéressante. Notre garçon se sent gêné pensant que cette fille est à un niveau supérieur aux autres et qu'il ne peut pas jouer avec elle. Les sujets, le ton de la voix, les expressions qu'elle utilise, même pas avec ses compétences en psychologie de niveau 3. Est-ce suffisant? Notre garçon a eu de la chance que le serveur soit arrivé juste à temps avec les crabes tous attachés. Il remarque que la nourriture est très bien préparée. Cependant, alors que notre garçon s'apprête à manger, elle lui dit d'attendre pour pouvoir prendre une photo. Pendant un moment, il a pensé que cela n'avait pas de sens qu'elle prenne une photo puisqu'elle est si riche et que c'est courant pour elle. Il suppose qu'il y a une autre intention derrière cette photo. Panji publie la photo et il dit qu'il n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, se demandant si elle l'a tagué dans la publication. Dans la description, il est écrit qu'elle est au restaurant Own Bowl avec un camarade de classe. Sur la photo, il n'y a pas que la nourriture. C'est lui dans 4 plans différents. Il savait qu'il avait été appelé ici pour bouleverser la vie du pauvre président, mais il est tombé dans le piège. Elle ramasse une petite balle avec des baguettes et lui dit d'attendre. À ce moment-là, une voix l'interpelle, lui demandant si elle dîne ici avec des amis. Apparemment, la voix est celle de son père, accompagné de son oncle et d'un agent de sécurité. Le vieil homme dit que ses amis étaient là parce qu'ils voulaient y boire de l'eau sale et manger un crabe attaché. Panji dit que sa mère sera en colère si elle découvre qu'il va boire. Il change de sujet et lui demande de le présenter à son camarade de classe. Notre garçon lève la main pour saluer le père de Panji. Il se présente comme étant Han-Li de l'université. Son père s'approche et demande si le protagoniste est un ami d'école car c'est la première fois qu'il voit Panji sortir manger avec un homme. En entendant cela, notre garçon se sent gêné. Le vieil homme dit soudain au protagoniste qu'il le soutient à 100% pour devenir ami avec elle et qu'ensuite, si leurs personnalités correspondent, les deux peuvent faire progresser leur relation. En entendant cela, Panji le repoussait, lui disant de partir avec un sourire aux lèvres. Son père dit au revoir au protagoniste
qui lui rendent l'appareil. Il demande si ils continueront à manger. Elle s'assoit et répond « Que ferions-nous d'autre ?» Notre garçon se demande pourquoi son père était si excité. Changeant de sujet, Henley demande ce que fait son père comme travail. Penny n'aimait pas qu'il l'appelle papa, mais le protagoniste répond qu'il plaisantait. Elle dit que s'il monte là-haut et appelle le vieil homme « papa », elle dira à Henley tout ce qu'il veut. Il accepte le défi. Désespérée, elle demande si notre garçon n'a pas de manières. Pandy dit qu'elle va expliquer pour qu'il ne fasse pas quelque chose de fou. Son père est membre du conseil scolaire, mais il ne fait rien en rapport avec l'école. Ils parlent un peu et la protagoniste demande pourquoi elle suit le cours de relations internationales. Pandy dit qu'elle ne voulait pas, mais sa famille ne la laissait pas rester dans un autre domaine parce que elle voulait qu'elle soit proche. Elle explique au protagoniste qu'il semble que sa famille est une entreprise importante mais ne lui fait pas confiance parce qu'elle pense qu'elle est stupide. Ainsi, la famille veut juste qu'elle reste à l'université pendant un certain temps, trouve quelqu'un et se marie pour éviter de gâcher l'entreprise familiale. Mais la protagoniste, connaissant sa personnalité, comprend que ce n'est pas ce qu'elle veut. À ce moment-là, quelqu'un arrive et demande si Pandy ne l'aime plus pour ne pas l'avoir invité à manger. C'est le président qui s'est immédiatement accroché à Pandy. Le protagoniste sait que tout cela n'est qu'un acte. Il est sûr que Tintine a vu la publication sur les réseaux sociaux et est venu en courant. Pandy ne semble pas apprécier ça. Mais au bon moment, quelqu'un apparaît et dit que le père de Pandy l'appelle pour discuter. En entendant cela, les deux filles se demandent ce qu'il veut de notre garçon. En montant, le protagoniste pense que l'homme va lui parler des relations de sa fille avec les femmes. Cependant, il dit qu'il ne sait pas où mènera la conversation. À la porte avant d'entrer, il entend le père de Pandy dire qu'il pense que sa fille est intelligente, mais qu'il lui sera difficile de lui transmettre toute l'entreprise. Cependant, si elle parvenait à trouver un mari responsable, ils pourraient peut-être reprendre l'entreprise ensemble. Notre garçon se fige, se demandant si son père envisage de transmettre toute l'entreprise à son gendre. Malicieusement, il affirme qu'il s'agit d'une opportunité très rare et qu'il serait insensé de ne pas en profiter. Quelque temps plus tard, notre garçon apparaît, ouvrant la porte et appelant Monsieur Pan « oncle ». En voyant l'alcool dans la main du protagoniste, l'oncle est surpris. Henley dit qu'il ne voulait pas arriver les mains vides et qu'il voulait également le remercier pour son hospitalité. Le protagoniste dit qu'il servira, car il connaît très bien l'étiquette car sa famille était stricte quand il était jeune. Le protagoniste servait parfaitement le vin à la bonne hauteur et aux gens dans le bon ordre. L'homme pense que le garçon a une étiquette incroyable. Il doit avoir une famille très spéciale derrière lui. Le père demande si le protagoniste est d'ici à cause de son accent. Il dit non, il vient de Dream City, mais il vient d'arriver dans la capitale et a décidé de vivre sur le campus pour s'adapter. L'oncle révèle qu'il ne les a pas appelés pour quoi que ce soit de spécifique, mais juste pour mentionner que Pandy ne sort pas beaucoup avec les garçons, et s'il pouvait passer plus de temps avec elle. Non. Il suggère de l'emmener au centre commercial pour discuter. Ce serait bien de lui dire de ne pas s'inquiéter car il paiera pour tout. Henley le remercie, comprenant clairement que le père essaye de mettre en place quelqu'un pour s'occuper de l'entreprise. Notre garçon dit qu'il utilise tout son temps libre pour étudier, donc il n'a pas beaucoup de temps pour sortir avec elle. Il dit au père de ne pas s'inquiéter, car Pandy adore sortir avec les filles, à tel point qu'on vient d'arriver pour discuter avec elle. Monsieur Pan est surpris et dit qu'il comprend pourquoi Pandy n'est pas monté à l'étage, mais il connaît beaucoup de ses amis et demande qui est la fille. Notre protagoniste répond qu'il s'agit du président de classe, Tintin. Son père lui dit de redescendre et de manger avec Pandy, car il paillera pour tout ce qu'ils commanderont. Le protagoniste dit au revoir et la pauvre jeune fille se désespère et dit qu'elle doit aller voir par elle-même. Les oncles lui demandent de se calmer, car s'il descendait, il finirait par faire peur aux enfants. En bas, le président s'accrochait à Pandy. Elle demande ce que son père voulait de lui. Notre garçon dit que ce n'était pas grand-chose. Il lui a juste demandé de prendre soin de sa précieuse fille. Le président affirme que le protagoniste n'a pas besoin de prendre soin d'elle. Elle prendra soin d'elle. Elle veut savoir pourquoi il est venu rencontrer Pandy, lui demandant s'il n'était pas au courant de leur relation. Henley demande de quoi elle parle parce qu'il est venu manger gratuitement. Mais il veut savoir pourquoi Tintin est arrivé là. Elle dit qu'elle avait envie de manger du bon crabe et que c'est le seul endroit. Le protagoniste sait que ce n'est pas vrai. Elle est juste venue là pour le surveiller. Pandy est fatiguée de cette situation. Elle dit que Tintin devrait arrêter ça car elle ne l'a pas invité. Elle devra donc payer sa nourriture. Tintin dit qu'elle paiera quand même, puisqu'elle vient de recevoir son allocation. Le protagoniste voit le père de Pandy descendre les escaliers en tremblant. À ce moment, le président parle et leur demande d'en finir rapidement avec le crabe pour ne pas rencontrer les deux. Le protagoniste essaie d'une manière ou d'une autre d'interrompre la situation.
Il pense déjà que c'est bien que le père de Panji ne souffre pas d'hypertension, car il est tout en sueur. Notre garçon pense que leur interaction à table est très affectueuse. Panji se demande pourquoi il lui fait un clin d'œil, sans en comprendre le sens. Le père se calme et constate qu'il semble flirter. Il se demande si c'est ainsi que les jeunes d'aujourd'hui résolvent leurs problèmes amoureux. Tintin, provoquant, croit qu'elle plaisante avec Panji. Elle demande quel est le besoin d'un homme si elle ne suffit pas. Elle mentionne ses compétences avec ses jouets et affirme qu'ils peuvent les gérer, soulignant sa propre expertise. Le père ne comprend pas ce que cela signifie et se demande ce qui se passe. Voire s'évanouit. Un oncle doit le tenir, serrer le poing et se calmer, car ils ont toujours ce jeune garçon. S'il parvient à arranger cette négociation, il pourra demander ce qu'il veut. Panji dit au président de demander à Fifi de faire ces choses avec elle, car elle sait que ça lui plaira. Malgré cela, elle parie que Fifi voudrait épouser Anne-Lee s'il le demandait. Le père comprend mal la situation. Il pense que Panji a appelé le protagoniste pour rompre la relation entre lui et le président. Décidant qu'il devra s'impliquer, il s'approche et demande comment est la nourriture. Panji répond en demandant pourquoi il est venu là-bas, mentionnant qu'elle a entendu dire qu'un nouvel ami à elle était également venu. Il dit être venu rencontrer tout le monde, y compris Tintin. Elle salue Oncle Pan et le protagoniste comprend que les filles n'ont aucune idée de la raison pour laquelle Monsieur Pan est là. Désignant Anne-Lee, le père explique que Panji est un peu réservé et n'a pas beaucoup d'amis avec qui elle s'entend. Il dit que le protagoniste et Tintin sont des enfants formidables et les invite à visiter leur maison à l'avenir s'ils ont un week-end libre, promettant de les accueillir avec grand plaisir. Pangi commence à sentir que quelque chose ne va pas. Son père a toujours été strict avec n'importe quel garçon. Elle se demande pourquoi il est si invitant chez Anne-Lee et s'il y a quelque chose de spécial chez lui. Le voir sourire bêtement dérange Panji. Elle se demande pourquoi le protagoniste sourit, et quand son père le voit, Panji ne remarque rien d'extraordinaire et décide qu'elle va découvrir ce qu'il a de si spécial. De retour à la maison, les amis du protagoniste sont tous dans une pièce. Il commente qu'il est surpris de les voir là-bas et non dehors. L'un d'eux explique qu'il attendait qu'ils disent quelque chose. Il semblerait qu'un type nommé Dan Zahal, l'un des 3 plus riches de l'université et l'admirateur numéro 1 de Panji, soit soudainement apparu et ait demandé des informations sur lui. Le protagoniste le remercie pour l'information et ses amis s'en vont. De retour devant l'ordinateur, il transfère de l'argent à Tintin, qui est surpris du montant. Il explique que le roman se porte bien. Le président demande s'ils continueront à gagner autant d'argent le mois prochain. Elle dit qu'elle veut gagner beaucoup d'argent et il demande pourquoi. Tintin révèle qu'une femme riche s'intéresse à l'homme qu'elle aime et a dépensé plus de 3000 € en crabes avec lui. La protagoniste demande si elle a peur que la femme utilise de l'argent pour le convaincre. Elle confirme, car ce serait impossible avec des finances, et il lui conseille d'utiliser sa beauté pour concourir.